Donc je suis très heureux et très fier de venir vous présenter ici les résultats de ce travail. Alors comme vous pouvez le voir sur cette diapositive de titre, c'est moi qui suis en face de vous, mais j'étais vraiment loin d'être seul. Tout le monde n'est pas co-auteur, mais beaucoup de gens ont participé à cette étude et on va parler de leur contribution au fur et à mesure de cette présentation. Alors, mon affiliation, effectivement, n'est pas si simple. Je suis ancien chef de clinique à Strasbourg, actuellement maître de stage des universités à Lyon, et puis enseignant-chercheur à Genève sous le titre de maître d'enseignement et de recherche, ce qui ne veut absolument rien dire ici. Donc, je représente Genève, l'unité des internistes généralistes et pédiatres, et c'est une étude qui avait été faite au département de médecine générale de Strasbourg. Je n'ai aucun conflit d'intérêt et aucune des personnes qui a participé à cette étude n'a aucun conflit d'intérêt en rapport avec le sujet. Alors, au final, si je suis là, c'est parce qu'effectivement, on a publié ce papier dans Annals of Family Medicine. Ça a pris pas mal de temps, mais on en est très fiers, très contents, et tout ça se matérialise par un résultat simple. Il y a une association entre la consommation d'alcool et le fait de souffrir de crampes la nuit, en tout cas chez les patients de plus de 60 ans qui consultent dans des cabinets de médecine générale. On a une association qui est assez forte, un odds ratio de 6,5. On est en bayésien, donc on peut parler d'intervalle de crédibilité. Il est très large parce que notre effectif n'était pas extrêmement important. Et par contre, on a une probabilité postérieure qui est extrêmement importante que ce résultat soit effectivement juste. Et voilà. Ça, c'est le résultat de notre étude, mais moi, ce qui me plairait quand même, c'est vous raconter comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que, certes, c'est un résultat qui est intéressant, mais au départ, pour tout ça, on a un chef de clinique inexpérimenté et 4 internes. Et c'est un petit labyrinthe, mais c'est un petit labyrinthe qui mène à quelque chose d'assez sympathique. On peut lui rendre hommage parce que la personne qui a eu l'idée de cette étude, c'est Jean-Christian Graal, qui était maître de conférence à Strasbourg. Il avait repéré que les crampes étaient fréquentes, il avait repéré que les crampes en fait, ne figuraient pas du tout dans la littérature, que c'était une piste de recherche totalement ouverte, et lui voulait faire une étude interventionnelle. Le problème, j'en parle au passé, c'est qu'il est mort. Et c'était un de mes modèles de rôle, c'est l'une des personnes qui a fait que je suis rentré dans le clinical de médecine générale, et quand je suis arrivé, il m'a gentiment donné son paquet sur les crampes, et puis il m'a dit « démerde-toi, moi j'ai un glioblastome et je vais mourir ». Ça nous donne une impasse. On a essayé de sortir de cette impasse, et à ce moment-là, j'étais affilié au centre d'investigation clinique de Strasbourg, donc je suis allé voir le médecin coordonnateur qui m'a dit « Monsieur, mais t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Moi j'ai fait une étude avec un questionnaire, alors il est très très bien ce questionnaire, il permet de mesurer parfaitement la consommation de boissons alcoolisées et aussi la consommation de tous les aliments. Donc là, vous voyez, il y a des verres de bière avec différentes tailles, on a plein de verres, etc. » Donc cet outil de recherche, il est génial, mais il est extrêmement compliqué à administrer aux patients. Donc, il nous faut une grande force de frappe. C'est là que les internes arrivent. Donc, on a Céline Granda, Laetitia Epifani, Élodie Bigerel, Claire Baudot, Delphine Nicole, Martin Classe et Lucie Walter, qui ont tous fait leur mémoire de DES sur ce sujet. Et puis, les 4 filles du dessus en ont fait aussi leur thèse. Et ça nous donnait une bonne force de frappe pour organiser les choses. C'est bien, ça permet d'avancer. Mais après, il faut des stats. Et moi, je suis jeune chef de clinique, je suis une quille en stats. Je maîtrise rien du tout. Donc, on a eu la chance de rencontrer François Lefebvre, qui est statisticien aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et non seulement il était compétent, mais en plus, il était disponible. Et il avait du temps pour nous, ce qui n'est pas la moindre des qualités. Et puis voilà, maintenant, on a une question de recherche, on a du monde, on a des compétences, mais il nous faut des patients. Mon nouvel ami est le département de médecine générale de Strasbourg, et notamment tout le réseau des maîtres de stage qui reçoivent des internes. Et à l'époque, les internes étaient obligés de faire un mémoire de stage praticien, donc un mémoire d'initiation à la recherche. La solution qu'on avait trouvée était de leur proposer d'être volontaires sur cette étude pour recruter des patients au cabinet, et en échange de quoi toute la formation qu'on leur donnait pour ça, les retours et les réunions qu'on faisait, leur permettaient de valider très simplement une obligation de rendu de mémoire de stage. On a fait d'autres études là-dessus et ça a été un succès. Et ça nous a permis d'avoir des données.
Et quand on a eu ces données, on a eu l'odds ratio que je vous ai montré. Donc on était très contents, on voulait en faire un papier. Pour ça, il fallait écrire. De nouveau, il faut du monde. Donc c'est là que Chloé Delacour et Juliette Chambre de Strasbourg sont rentrées plus intimement dans la partie pour m'aider à écrire. Et puis les 4 internes qui avaient fait leur thèse dessus ont fait un premier draft de papier. Donc tout ça a donné quelque chose d'un petit peu imparfait, mais qui donnait une idée. Et c'est le moment où moi je suis passé de Strasbourg à Genève. Donc je vous présente Dagmar, c'est ma responsable recherche. Et quand je suis arrivé là-bas, on a regardé tous les travaux sur lesquels on pouvait faire des publications. Et puis elle m'a dit, moi celui-là je l'aime bien. Celui-là je l'aime bien, il est bien. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Pourquoi tu ne le soumettrais pas à Annals of Family Medicine? Alors ça nous paraissait à tous les deux quelque chose d'un tout petit peu inaccessible, mais bon, il fallait le tenter. Donc pour ça, il a fallu retravailler le manuscrit. Et c'est là où Jennifer arrive, qui est aussi chercheuse dans mon unité. Donc Jennifer et Dagmar sont native speakers, ça peut aider. Chloé a passé du temps aussi en Grande-Bretagne, et ça nous a amené à un article qu'on a pu soumettre. On était très heureux d'avoir soumis, on s'attendait à se faire bouler très très rapidement. Et puis finalement, en plein milieu de mes vacances au mois de juillet, ça rappelle un peu l'histoire de Cédric Ral l'année dernière, je reçois ça. Et c'est chouette, ça me plaît beaucoup. Le problème, c'est effectivement qu'on est en plein milieu du mois de juillet et que quand ils disent « perhaps challenging modifications », en fait, c'est pas du luxe, quoi. Ils avaient mis 2 éditeurs et 4 reviewers là-dessus, donc c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que s'ils ont mis toutes ces forces, c'est qu'ils croient dans cet article, mais il y a du boulot. Or, Dagmar est en vacances, Jennifer à l'autre bout du monde, Chloé inaccessible, Juliette en montgolfière. Et moi, je suis dans l'Aubrac, c'est très beau l'Aubrac, hein, je vous le conseille, mais pour écrire des articles, c'est pas génial, surtout quand on est en famille. En plus de ça, je n'ai pas d'internet, je n'ai pas de wifi, je n'ai pas de réseau. Par contre, j'ai des ressources. Le bar du Foirail, où il y a du wifi. Une très jolie table sur laquelle, par moment, on arrive à trouver du réseau. C'est donc de là que j'ai pu envoyer le manuscrit terminé aux éditeurs le jour où il fallait le renvoyer. Et puis, j'ai mon statisticien, et mon statisticien, quand on lui écrit ça, lui, il comprend. Moi, pas. Enfin, à l'époque. Parce que derrière, lui, il comprend, mais il faut pouvoir traduire ce qu'il dit dans un langage compréhensible. Et pour ça, j'ai ma dernière ressource, c'est mon Jean-Pascal. Mon Jean-Pascal, il est toujours disponible, donc on a pu échanger. Et puis, on a pu rendre le papier dans les temps en utilisant toutes ces ressources. Voilà donc la suite. Et encore une fois, la dernière phrase n'est pas là pour rire. Parce que, effectivement, après tout ce qu'ils nous avaient demandé, les 2 éditeurs et les 4 lecteurs, notre manuscrit faisait 2600 mots, donc il fallait en enlever 800, et tous les mots paraissaient utiles. Alors, c'est la base du travail du publicateur, hein, mais arriver à 1800, c'était pas si évident. Donc, Dagmar, ma responsable, qui est quelqu'un de toujours très, très positive, disait « Ah, super, c'est un bon défi, comme ça on aura un article clear, short and sweet. » Super, allons-y. Ce qui était bien, c'est que là, on était au mois de décembre, que tout le monde était disponible, donc tout le monde s'est retroussé les manches, on a travaillé. Et puis voilà, au mois de mars. Voilà donc cet article qui a demandé beaucoup de travail, mais qui donne une vision intéressante. Cette vision, à la fois, c'est que oui, il y a un lien, mais en plus, ce lien est intéressant parce que ça peut être un nouveau brise-glace dans la façon d'aborder la consommation d'alcool chez les patients. Et puis, pour les chercheurs, c'est aussi, ce lien peut donner lieu à tout un tas d'idées, d'études interventionnelles. Au total, moi, ce qui m'intéresse dans cette étude et le message que je voudrais vraiment passer,
c'est que il faut être outillé quand on fait de la recherche, même quand on n'est pas expérimenté, et puis que une thèse, ça peut donner un article dans Annals of Family Medicine. Je vous remercie. Bravo, félicitations. C'est vrai que ça me fait penser à l'aventure de Cédric Ras l'année dernière avec son JAMA. Une thèse, une publication, c'est l'objectif de tous les DMG de France, ça devrait. Et la question qui se pose, c'est est-ce que avant la thèse, il y a eu un dépôt à clinical trial, CPP, le technico-administratif avait-il anticipé? Et ça, c'est important que tout le monde le sache, parce que c'est les conditions quand même de publication. Alors je vais répondre oui et non. Oui, tout le technico-administratif a été respecté parce que j'avais la chance d'être dans un centre d'investigation clinique, donc vraiment au clair avec toutes ces obligations. Après, ces obligations sont tellement coûteuses en termes de temps et de ressources qu'on les a faites, mais on n'a pas attendu les réponses avant de commencer à recruter. Donc on a lancé tout ça. Et je ne sais plus, je crois que la CNIL, ils ont mis 2 ans avant de nous répondre, quelque chose comme ça. Mais on avait fait une CCT IRS aussi qui nous a pris un temps fou. Oui, en tout cas, oui, on l'a fait. Bonjour. Merci pour ta présentation, c'était vraiment très chouette de voir le parcours. Puis dire que c'est pas impossible de le faire, ça c'est clair. Et puis il faut s'accrocher. Alors moi j'ai une question sur le contenu. Alors ça a fait l'objet d'une brève d'ailleurs dans Exercer, que vous pouvez retrouver dans un des derniers numéros. Alors quelle consommation d'alcool précisément pour ces patients-là? Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup picoler ou pas trop? Notre étude ne permet pas d'y répondre. On a évidemment essayé de le voir. Est-ce qu'on a un effet seuil? On a trituré les données. Et puis au final, notre étude ne permet pas d'y répondre. Ce qui était une des faiblesses, mais l'effectif était pas assez important. Bonjour, je vous Jean Seski, MCA à Marseille. Alors j'ai la même question que JS, mais pas vraiment la même. Comment vous aviez décidé d'inclure les patients qui boivent? C'était y compris une fois par mois? Ou quel était votre seuil d'inclusion, ces patients-là? Si on n'a pas la réponse de quelle quantité, au moins lesquels étaient inclus? En fait, pour rentrer dans la technique, on a commencé par créer un pool de patients. On a recruté un pool d'environ 800 patients qui nous avaient donné un accord pour participer. Et puis, à partir de là, on les a appariés selon 4 critères. Pour faire une étude cas témoin. Et puis, on a soumis notre groupe de cas et notre groupe de témoins au fameux questionnaire dont je vous ai montré quelques images, uniquement les images sur la consommation d'alcool. Et à partir de là, ce qu'on voyait, c'était que il y avait une différence importante, je crois, d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de grammes hebdomadaires entre les cas et les témoins concernant la consommation d'alcool. Par contre, quand on a essayé d'aller voir justement si on retrouvait un lien beaucoup plus linéaire entre la consommation et puis un seuil à partir duquel les crampes apparaissaient, on n'a pas été en mesure de le mettre en évidence. On va prendre ici d'abord. Merci. Ah, pardon. Non, vas-y. Juste pour faire l'association, c'est pas forcément la causalité. Alors, j'ai pas lu le papier, mais est-ce que vous avez fait des hypothèses? Est-ce qu'ils ont des crampes et donc ils boivent pour calmer les crampes? Ou est-ce que c'est la consommation d'alcool qui crée des crampes? Est-ce qu'il y a des données physiopathologiques pour soutenir un lien de causalité ou l'autre? Ouais, c'est une étude transversale, donc on n'a pas de causalité possible, évidemment. Par ailleurs, cette étude, elle se basait, on était en Alsace. En Alsace, il y a beaucoup de vin blanc et c'est vrai que les patients ont l'habitude de dire qu'ils ont des crampes quand ils boivent du vin blanc. Bon, après, ça, c'était uniquement une première idée. Et ensuite, en termes physiopathologiques, même là, les crampes, on ne sait pas exactement comment ça marche. Alors, il y a des hypothèses, il y a des hypothèses sur le type de fibres par lesquelles vont circuler les informations et notamment des décharges de potentiel d'action qui viennent de la corne antérieure qui peuvent être altérées dans la consommation de boissons alcoolisées. Et ça en fait une hypothèse, mais ça ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Par contre, une étude de cohorte pourrait permettre de répondre à cette question, bien sûr. Merci. Bonsoir, Alexandre Bétry.
médecin généraliste dans le Nord. Merci pour cette présentation originale et pour ce travail monstrueux qui paraît derrière, et surtout pour les résultats. J'avais une question qui recoupait un petit peu la précédente, c'est-à-dire est-ce qu'on avait pris en compte le type d'alcool qui était consommé, c'est-à-dire est-ce que c'était que du Gewürztraminer ou alors des grandes pintes de bière ou des choses comme ça, ou un peu n'importe quoi, ou de l'alcool en général, point. Peu importe. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que vous avez recueilli la fréquence des crampes nocturnes? Est-ce que les patients avaient un questionnaire à domicile ou est-ce qu'ils avaient des sessions régulières pour rendre compte de leurs symptômes, ou est-ce que c'était par un autre biais? Merci. Alors, concernant le type d'alcool, oui, le questionnaire est très très détaillé. Alors, pas détaillé sur le type de cépage. Par contre, il est détaillé sur vin rouge, vin blanc, bière, alcool fort, etc. Et nous, l'hypothèse en bon alsacien, c'était que c'était le vin blanc qui donnait des crampes. On n'a pas réussi à vérifier cette hypothèse. On s'est posé la question d'ailleurs d'écrire un papier là-dessus, mais c'est encore dans des cartons. Dans tous les cas, notre effectif ne permet pas de faire des belles analyses en sous-groupe. Deuxièmement, concernant le fait de souffrir de crampes. Alors, l'outcome qui a été recueilli, qui a vraiment été utilisé pour l'article, c'était que les patients aient souffert au moins une fois de crampes, je crois, dans les 3 dernières semaines. Ça, c'est celui qui est pour le résultat que je vous présente. Mais ceci étant, on avait aussi recueilli d'autres outcomes, et notamment, on avait laissé un agenda durant les 14 jours, un agenda à remplir, non pas pendant 14 jours, mais pendant 28 jours dans cette étude, à remplir tous les jours pour savoir si les patients avaient souffert de crampes. Et on arrivait sur des résultats un petit peu équivalents, mais avec un OR qui était moins bon, donc moins présentable.